Bonjour à tous, bienvenue donc à cette réunion d'information co-organisée par Bretagne Commerce International et Bretagne Compétitivité avec Sophie Paillard, en partenariat avec Manon Aubredan, avocate en droit européen au sein du cabinet Field Fisher, qui va donc ce matin parler nous décrypter plutôt le nouveau cadre réglementaire européen de lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts. Pour ma part, donc, je suis Cindy Le Guen, conseillère internationale sur le volet technique et réglementaire chez Bretagne Commerce International, BCI. J'accompagne les entreprises qui ont un projet de développement à l'international pour donner les bons leviers tout au long de leur parcours, du démarrage jusqu'au déploiement opérationnel de leurs activités à l'international. Très rapidement, BCI, donc Bretagne Commerce International, qui sommes-nous? Nous sommes une structure régionale d'appui à l'internationalisation des entreprises bretonnes, avec une approche transversale par filière et par métier. Nous sommes une équipe répartie sur toute la Bretagne et nous proposons une gamme de services pour vous accompagner sur la préparation de vos entreprises, mais aussi sur la projection, le déploiement de vos activités à l'international du premier au dernier kilomètre. Vous aurez nos coordonnées sur la présentation. N'hésitez pas à nous solliciter pour toute demande à l'international. Nous restons à votre disposition. Enfin, un petit point d'actualité sur BCI. Nous organisons le lundi 1er juillet l'Open de l'international qui aura lieu au couvent des Jacobins à Rennes. Donc, c'est toujours pour vous, entreprises, une riche journée en information pour accélérer vos activités à l'international. Une programmation riche vous sera proposée entre des réunions d'information réglementaires, techniques, commerciales, des retours d'expérience, des échanges de bonnes pratiques, des rendez-vous possibles également avec nos prestataires étrangers, mais aussi avec des prestataires du commerce international adhérents à BCI. Une conférence inspirante avec des entreprises. Les inscriptions seront possibles dans quelques semaines, donc au plaisir de vous croiser lors de cet Open. Je vais laisser ma collègue Sophie se présenter également succinctement. Bonjour à tous, donc je m'appelle Sophie Paillard, je suis conseillère en affaires réglementaires européennes chez Bretagne Compétitivité. J'interviens en fait auprès des entreprises dans le cadre d'un programme européen qui est financé par la Commission européenne et qui s'appelle Enterprise Europe Network. C'est aussi abrégé EEN. Donc moi j'ai pour mission d'accompagner les entreprises dans leurs projets d'innovation en leur transmettant des informations sur le cadre réglementaire applicable. Et l'un de mes objectifs, c'est de faire connaître la réglementation en vigueur aux TPE et PME et bien évidemment de recueillir leurs avis et favoriser le dialogue entre les entreprises et les décideurs publics. L'idée, c'est, dans le cadre des textes en projet, de garantir un bon accueil lors de leur mise en place et de manière générale, valoriser les expériences vécues. Et en ce qui concerne Bretagne Compétitivité, notre raison d'être, c'est de renforcer la compétitivité des entreprises par l'innovation et la prise en compte des transitions écologiques et sociétales. Donc on a une équipe pluridisciplinaire qui a pour mission à la fois d'accompagner les dirigeants de tout secteur dans leur développement en tant que référence de confiance et de proximité, et aussi d'appuyer les acteurs publics dans la conception et le déploiement de programmes régionaux. Merci Sophie. Donc, nous sommes ravis de vous voir si nombreux intéressés par cette thématique ce matin. Nous vous la proposons car nous avons conscience que cette nouvelle réglementation va avoir des conséquences importantes sur vos chaînes d'approvisionnement. De nouvelles règles européennes vont s'appliquer sur plusieurs produits à l'import au sein de l'Union européenne pour arrêter la déforestation et la dégradation des forêts. Donc, les impacts de ce texte sont importants car vous devrez faire preuve d'une vigilance vis-à-vis des produits concernés. Et ce webinaire a clairement pour objectif de vous informer sur ce nouveau cadre réglementaire. Je remercie grandement Manon Aubredan qui va ce matin vous décrypter ce nouveau cadre réglementaire. Avant de lui laisser la parole, je vous rappelle quelques aspects pratico-pratiques de cette réunion. Donc, vos caméras et vos micros sont désactivés pour la bonne tenue du webinaire. Vous allez pouvoir poser vos questions au fil de l'eau sur le module QR en haut de votre écran. On vous proposera un temps de réponse à vos questions sur la fin de chaque sous-partie et à la toute fin si le temps le permet. Si vous n'accédez pas à ce module, vous pourrez envoyer un mail à ma collègue Christine Martinet qui nous partagera vos questions. Le support de présentation vous sera envoyé à l'issue de la réunion. Et enfin, on va vous demander de remplir un court sondage à la fin de cette session pour avoir votre feedback. Et aussi, n'hésitez pas à nous remonter tout sujet que vous aimeriez que l'on développe lors de prochaines réunions d'information. Nous en avons fini pour l'introduction de cette session et nous laissons maintenant Manon entrer dans le vif du sujet.
Merci beaucoup, Cindy et Sophie. Merci beaucoup aussi de m'accueillir, aujourd'hui. Je suis ravie de parler de cette thématique qui est effectivement très importante et bah, dont les entreprises doivent être, mises au courant et de tenir compte puisque l'entrée en vigueur, comme on va le voir, enfin le texte est entré en vigueur, mais l'application va commencer dès cette année. Donc voilà, il est plus que temps de d'avoir cette petite, introduction, à la réglementation européenne concernant la déforestation. Je me permets juste de me présenter rapidement. Donc je suis Manon Bredanne, je suis avocate en droit européen, en EU Regulatory. Donc je m'occupe de toutes les problématiques liées, au droit européen, ce qui peut couvrir, tout, le domaine alimentaire, les denrées alimentaires et cetera, également les produits, l'environnement, les déchets. Voilà, donc parmi, mes compétences, j'interviens assez régulièrement sur la problématique de la déforestation et donc, ce nouveau règlement, européen. Je fais partie d'un cabinet qui s'appelle Phil Fisher. Je suis basée à Bruxelles, du coup, au sein de l'équipe, européenne. On a des bureaux dans différents pays, et notamment notre siège est basé, à Londres, mais notre équipe à Bruxelles comporte une vingtaine d'avocats de différentes nationalités, ce qui nous permet aussi de proposer des services, plus au niveau national, par exemple, tout ce qui va être le contentieux ou des fois, voilà, l'application nécessite, une connaissance aussi du droit national. Donc je suis avocate belge, mais française. J'ai fait toutes mes études à Nantes, donc pas très loin, et voilà. Et ensuite j'ai atterri à Bruxelles il y a un peu moins de 10 ans. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je vais essayer d'être, assez simple sur une réglementation qui est pas si simple, qui concerne la déforestation et donc on parlait à l'import, mais aussi à l'export. Donc je vais vous juste rappeler brièvement le contexte. Ensuite, je détaillerai la réglementation. J'ai suivi un petit peu la structure du règlement. N'hésitez pas à poser vos questions. Je ferai des pauses assez régulièrement pour, voilà, comme disait Cindy, pour que les questions puissent venir au fil de l'eau, puisque sinon vous risquez probablement d'oublier, parce que c'est une présentation qui est quand même assez dense, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis, à la fin, on fera juste un bref rappel des prochaines étapes et puis si vous avez des questions auxquelles je n'ai peut-être pas répondu au cours de la présentation, je serai, ravie d'y répondre à la fin. Le contexte, comme vous le savez, la politique, ces 5 dernières années de la commission était, teintée de vert. Il y a eu beaucoup de règlements, qui ont été, enfin de réglementations plutôt, qui ont été adoptées dans le cadre de cet agenda vert, donc en anglais le Green Deal, qui est lié à différentes, stratégies. Donc par exemple, la stratégie de la ferme à la table, pour ceux qui travaillent dans le domaine alimentaire, ça va être tout ce qui va être, voilà, on a entendu beaucoup parler, même si ça n'a pas encore été adopté, les profils nutritionnels et cetera et cetera. Tout ce qui va être la stratégie sur la biodiversité, donc là, toutes les lois qui vont être liées à la nature, mais il y en a aussi bien d'autres, sur la chimie, donc le sustainable chemical, voilà, ce genre de problématiques vraiment qui reflètent l'agenda vert de la commission. Petite note, en juin, c'est les élections, donc on va voir pour les 5 prochaines années, quelle va être la couleur de la commission. Mais comme pendant 5 ans, il y a eu quand même une assez forte, présence des écologistes, au niveau du parlement et donc pour le choix de la commission, ça explique un petit peu ce contexte international en tout cas, et des choix politiques faits par la commission depuis 5 ans. Ensuite, concernant plus particulièrement la déforestation, pourquoi la commission a souhaité intervenir? C'est lié à plusieurs, thématiques. L'une d'entre elles notamment, c'est l'objectif, comme vous le savez, de la commission d'être, neutre en carbone en 2050. Donc c'est tous les objectifs climatiques de la commission et parmi lesquels, et bah, voilà, c'est l'impact de la consommation européenne sur la déforestation qui du coup, si on enlève les forêts, bah, on on émet on réduit pas les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, toute cette problématique fait que, en 2021, la commission a soumis une proposition pour réglementer, et essayer d'avoir influence sur cette déforestation qui est grandissante aujourd'hui.
Une petite note sur le fait que la réglementation sur la déforestation existait en partie, auparavant, puisqu'il y avait une réglementation, mais qui était focalisée sur le bois et sur ses dérivés, donc c'était 2 règlements. Mais la commission, quand ce qu'elle fait régulièrement, c'est qu'elle évalue les réglementations qu'elle prend pour vérifier si c'est efficace, pas efficace, qu'il faudrait améliorer, et cetera. Et elle s'est rendue compte que cette, réglementation sur le bois n'était pas très efficace et qu'il fallait aller plus loin, que ce qui était, à l'époque en vigueur. Donc c'est dans ce contexte-là qu'elle a publié cette, proposition, donc comme je le disais, en 2021, avec pour objectif de lutter contre la déforestation et dégradation des forêts, pour réduire la contribution de l'Union, européenne au changement, hem, aux émissions carbone et donc participer voilà, à la lutte contre le changement climatique. Également sur la préservation de la biodiversité, parce que dans l'étude d'impact, il est bien expliqué que la déforestation est liée à la biodiversité, à l'émergence de nouvelles zoonoses, etc., etc. Donc tout ça a été pris en compte par la Commission et également de manière assez logique, l'impact en fait de la consommation européenne et des Européens sur les produits, puisque les produits, comme on va le voir, qui sont concernés par cette réglementation, ne sont en général pas produits en Europe. Et donc, du coup, voilà, il fallait que la Commission trouve une solution pour réussir quand même à avoir un impact tout en restant une réglementation européenne. La réglementation a été publiée en 2023 après donc, ce qu'on appelle des trilogues, donc c'est des négociations entre les 3 institutions et donc publié en juin 2023 et je vous ai mis le lien, vous aurez le lien hypertexte dans la présentation si vous voulez lire directement. Donc le fameux règlement 2023, 1115 relative à la mise à disposition sur le marché de l'Union et à l'exportation, donc comme je disais, ça concerne les 2, de certains produits de base et produits associés à la déforestation et dégradation des produits. De quoi parle-t-on exactement? Le champ d'application de cette réglementation, est simple, mais pas si simple. Il faut comprendre que la réglementation donc que j'appelle, EUDR couvre 7 produits de base en cause. En anglais, c'est les relevant commodities, à savoir le café, le cacao, le caoutchouc, l'huile de palme, le soja, le bœuf et le bois. Mais c'est pas n'importe quel, de ces produits dérivés de ces produits de base en cause. C'est ceux spécifiquement listés à l'annexe de la directive. Donc quand vous voulez savoir si votre produit, que vous souhaitez, importer ou utiliser est couvert par cette réglementation, vous devez vous interroger d'abord, est-ce qu'on parle de café, cacao, caoutchouc, et cetera, donc ce qu'on appelle les produits de base en cause et ensuite vérifier, l'annexe du règlement. Les produits, en cause, heu, sont identifiés dans l'annexe du règlement par leur code douanier, donc code, NC, nomenclature combinée, qui est, la version longue du code de système harmonisé. C'est le code SH plus de chiffres, en gros et ça vous permet, d'identifier précisément de quoi on parle, de quel produit on parle. Et donc, les produits de base en cause sont donc énumérés dans cette annexe et il faut tenir compte de, voilà, de tout ce qui contient ces produits, de tout ce qui a été nourri avec de tels produits, tout ce qui est fabriqué à partir de tels produits. Par exemple, une chaise, si elle a été fabriquée à partir de bois et que le code se trouve dans cette annexe, ça peut être couvert. Le cacao, on va parler voilà, de chocolat, etc., etc. J'ai listé ici juste quelques exemples. Donc, comme je le disais, pour le cacao, le code, ça va être 1806, le chocolat et les autres préparations alimentaires contenant du cacao. Par exemple, un biscuit qui n'est pas listé, même s'il contient du chocolat, qui n'est pas listé dans cette annexe, ne sera pas couvert par le règlement. Donc, c'est vraiment assez précis sur ce que couvre le règlement Deforestation Free. Un autre, élément qui est assez, intéressant et pas facile à comprendre, même si vous lisez, la FAQ de la commission, c'est l'exemple, donc que j'ai mis à la fin sur les produits, en cause dérivés de bois. Donc il y a le code, 4415, donc ça couvre tout ce qui va être, les caisses, caissettes, cajots, et cetera. Donc jusque-là, c'est à peu près simple. Mais par contre, il y a une exclusion pour les matériaux d'emballage utilisés exclusivement comme matériaux d'emballage pour soutenir, protéger ou porter
autre produit qui est mis sur le marché. Donc là, éventuellement, je vous inviterai à lire la FAQ de la Commission européenne, la question 32, voilà, si vous voulez plus de précision. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si l'emballage, par exemple, est importé en tant que tel et mis sur le marché européen en tant que tel, je mets sur le marché, je ne sais pas moi, mon emballage papier, par exemple, là, dans ces cas-là, il est possible, ou ma caissette, etc., que ça tombe dans le champ d'application de la directive. Par contre, si c'est l'emballage qui est vraiment importé et utilisé pour emballer un autre produit, alors dans ces cas-là, on peut faire jouer l'exclusion. C'est pas la partie la plus simple. La Commission européenne a essayé, voilà, d'expliquer ce que je disais dans sa FAQ, ça, et c'est vraiment ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que je l'importe en tant que tel, en ce qu'ils appellent standalone product. Est-ce que j'importe directement l'emballage ou est-ce que je l'importe pour être utilisé plus globalement avec d'autres produits? Je vous ai mis dans la présentation les annexes. Comme ça, vous pouvez regarder. Donc, vous voyez bien que sur la gauche, il y a les produits de base en cause. Donc, on retrouve nos 7 produits. Et à droite, les produits en cause avec les codes CN, NC. X, ça veut dire que c'est la catégorie qui est couverte. C'est assez détaillé. Mais par contre, voilà, comme je le disais, il faut bien garder en tête que c'est uniquement les produits qui sont listés dans cette annexe. Pour le cacao, vous voyez que c'est qu'un certain nombre de produits et pas tous. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions sur le champ d'application. Il y avait une question, mais tu as répondu, c'était que veut dire le EX devant certains codes douaniers. D'accord. Parfait. J'ai anticipé parce que du coup, c'est une des questions que nous avons eues de nos clients. Qu'est-ce que ça veut dire ce EX? Notamment parce que de mémoire, ça va être plus pour le bois, voilà, sur tout ce qui va être les papiers d'imprimerie. Un exemple que nous, on a eu en pratique, c'est par exemple les manuels d'utilisation qui sont fournis avec une imprimante, je ne sais pas, un ordinateur, etc. Est-ce que c'est couvert ou pas couvert? Si c'est fourni avec l'imprimante, par exemple, dans ces cas-là, non, exclusion, parce que le code n'est pas dedans, ce qu'on importe, ça va être l'imprimante. Mais par contre, si jamais la personne importait uniquement ses manuels d'instruction, dans ces cas-là, je ne sais plus exactement ce qu'elle c'est, est-ce que c'est un petit peu petit, mais il y a un des codes douaniers qui fait que ce serait couvert et que du coup, les obligations dont on va parler après s'appliqueraient. Je crois que j'ai vu une main levée quelque part. Non. Non? Ok, alors Non, ça non. doit être un décalage. Pardon. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Encore une fois, notez vos questions et je pourrai y répondre à la fin si ce n'est pas clair. En espérant que vous ayez compris donc l'objet et le champ d'application. Maintenant, en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous importez ou exportez, l'export, c'est notamment particulièrement intéressant pour tous les produits en fait qui sont dérivés du bois, parce que les forêts, par exemple, si une forêt européenne voilà, est dégradée ou déforestée, ça peut quand même être couvert ensuite pour l'export. Donc ça concerne principalement l'import parce que du coup, effectivement, le cacao, le café, etc., ce pas des produits qui sont produits sur le territoire européen plus continental. Mais par contre, voilà, pour le bois, il faut faire un petit peu plus attention parce que ça couvre aussi tous les produits qui seraient éventuellement fabriqués en Europe. Donc, de quoi parle-t-on et quelles sont les obligations? L'obligation principale de ce règlement, c'est que les produits de base en cause, cacao, etc., et les produits en cause ne doivent pas être mis sur le marché ou mis à disposition, ou exportés, comme je le disais, à moins que toutes les conditions suivantes ne soient remplies. Et les conditions sont au nombre de 3. Il ne faut pas que ces produits proviennent d'une zone de déforestation. Il faut que ces produits soient conformes à la législation pertinente du pays de production. Et enfin, il faut que ces produits aient fait l'objet au préalable d'une déclaration de diligence raisonnée. Premier arrêt, zéro déforestation. De quoi parle-t-on? Le règlement définit la déforestation de deux manières.
on va dire une sous-catégorie qui est plus particulière pour le bois. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la date clé du 31 décembre 2020, donc ce sera par exemple pour vérifier si le produit vient d'une zone déforestée ou non, prendre les images voilà, à partir de cette date-là. Et donc, il faudra vérifier que les produits en cause, qui contiennent les produits de base en cause, n'ont pas été produits sur des terres ayant fait l'objet d'activités de déforestation après cette date de 2020. Ou alors nourris avec de tels produits ou fabriqués à partir de tels produits. Nourris, on va parler plutôt de tout ce qui va être le bœuf, en gros. Et fabriqué, bah là, on peut tenir compte, voilà, le chocolat, etc., etc. Donc vraiment, cette date du 31 décembre 2020 est importante. Pourquoi la date du 31 décembre 2020? C'est à partir du moment où on a commencé à parler de ce règlement. Parce que cette date est antérieure à l'entrée en vigueur du règlement. Du coup, elle a été discutée, critiquée parce que, voilà, et pourquoi? La commission a répondu: «Bah, écoutez, on a commencé à en discuter dès 2020, donc vous deviez savoir que ça allait venir. Donc on prend cette date pour éviter, en fait, que, juste avant la signature et la publication du règlement, les pays fassent une coupe massive de bois, par exemple, ou ce genre de choses. Donc elle a pris une date antérieure. Il faut aussi retenir, parce que là, il y avait plusieurs questions qui concernaient le bois, que pour le bois, il y a une autre condition qui est la dégradation des forêts. Là, donc toujours cette même date, mais c'est vraiment, il y a une définition dans le règlement, et c'est lorsqu'on apporte des modifications structurelles au couvert forestier. Par exemple, ça va être remplacer une forêt primaire par uniquement une forêt de pins bien alignée, etc., etc. Ça peut être considéré comme une dégradation des forêts. Et donc, du coup, par exemple, votre produit qui vient de ces forêts-là, eh ben, elle ne remplira pas la première des obligations, qui est de venir d'une zone sans déforestation. La déforestation, c'est quoi? C'est la conversion de la forêt pour un usage agricole. Ça couvre bien uniquement les usages agricoles, et sur ça, la fac de la commission précise bien que si, par exemple, la forêt a été coupée pour construire une route, c'est pas considéré comme de la déforestation. C'est vraiment la transformation de la forêt pour un usage agricole. Donc, mettre plus de palmiers pour l'huile de palme, etc., etc. Il y a aussi une définition de la forêt. Je vous laisse la lire. Pourquoi une telle définition? C'est aussi parce qu'il y a des zones qui sont un petit peu mixtes. Par exemple, il me semble de mémoire que c'est le café, ça pousse au milieu d'arbres, par exemple, enfin d'arbres plus grands. Donc voilà, il y a une définition assez précise de la forêt, mais également de l'usage agricole, puisque du coup c'est lié, on transforme l'un pour devenir l'autre. Il y a ensuite, on va passer au qui. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions, je pense pas. Non. OK. Donc, comme je le disais, la première obligation, c'est de ne pas venir d'une zone de déforestation. On a expliqué ce que c'était, les dates clés, etc. Maintenant, qui a cette obligation-là? Il faut distinguer d'un côté les opérateurs, qui sont toutes personnes physiques ou morales qui, dans le cadre d'une activité commerciale, mettent des produits en cause sur le marché ou les exportent. Et il y a également les commerçants, donc ça, c'est ceux qui font partie de la chaîne d'approvisionnement, qui ne sont pas des opérateurs et qui mettent des produits en cause à disposition sur le marché. Là, c'est une des parties préférées de nous les juristes, c'est la différence entre la mise sur le marché et la mise à disposition. La mise sur le marché, c'est la première fois qu'on le fait. En gros, c'est l'importation. Et ensuite, la mise à disposition, ça peut être après. Donc typiquement, un opérateur importe le cacao. Il va être du coup considéré opérateur. Et ensuite, un opérateur B met à disposition du chocolat qu'il a fabriqué avec ce cacao. Dans ces cas-là, cet opérateur B va être un commerçant, sauf petite subtilité, si ce n'est pas une PME. Parce que le règlement prévoit également que les commerçants qui ne sont pas des PME
sont assimilés à des opérateurs. Ça veut dire qu'ils vont devoir remplir les obligations des opérateurs et non pas les obligations des commerçants qui, comme on le verra, sont quand même un petit peu plus légères que celles des opérateurs. Donc ça, il faut bien faire attention. Également, pour voilà, bien expliquer, un troisième opérateur qui fait des biscuits, lui, même s'il utilise le chocolat, par exemple, ne va pas forcément être concerné parce que on revient à notre annexe du début, les produits ne sont pas listés dans cette annexe. Le biscuit n'est pas listé, donc pas couvert. Au cours de discussions précédentes sur la thématique, on a déjà pu voir que même si cet opérateur n'est pas officiellement couvert, il est possible, au vu de la lourdeur des obligations de ce règlement, qu'il veuille quand même s'assurer que le chocolat qu'il obtient de l'opérateur B, par exemple, voilà, a bien respecté ses obligations, notamment en matière de due diligence. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément prévu par le règlement, mais qui, de ce que j'ai compris, peut être plus une pratique de l'industrie. Qu'est-ce qu'une PME? Dans ces cas-là, je vous renvoie à la définition de la directive 2013. Voilà, c'est en fonction du bilan, chiffre d'affaires, nombre d'employés, etc. Il faut aussi retenir que pour les PME, et bien sûr, donc, ce qui est plus petit, le délai de mise en conformité est plus long. Pour ce qui n'est pas une PME, c'est la fin de l'année, donc demain. Ou pour les PME, ils ont un an de plus, c'est 2025. Donc, sur la base de ces deux définitions, on garde bien en tête qu'il y a l'opérateur, celui qui fait la première mise sur le marché, le commerçant, celui qui est dans la supply chain un petit peu plus loin, et que le commerçant qui n'est pas une PME est assimilé à un opérateur. Quelles sont les obligations des opérateurs? L'une des obligations principales et dont tout le monde parle, c'est l'obligation d'exercer la diligence raisonnée, due diligence, c'est l'article 8. Cette due diligence doit être faite avant la mise sur le marché via un système informatique qui est encore un petit peu en phase de test, enfin pas un petit peu d'ailleurs, qui est toujours en phase de test. Ils viennent de finir la phase de test et normalement ça devrait être, je pense, disponible d'ici l'été. Ils veulent faire des formations et voilà, également durant l'été. Et la déclaration de due diligence, donc ça va être des onglets à remplir sur ce système informatique et basé sur le modèle qui est donc en annexe 2 du règlement. Il va falloir donner quoi comme type d'information? Eh bien, le nom et l'adresse de l'opérateur, le code du système harmonisé, le pays de production, et on va le voir après, la géolocalisation de toutes les parcelles où les produits de base ont été produits. Également, pour les opérateurs qui font référence à d'autres due diligence, le numéro de cette due diligence, parce qu'à la fin, on vous donne un joli numéro pour vous, voilà, comme quoi vous avez bien fait votre travail. Également, il y aura une mention qui vous oblige à assumer la responsabilité des informations que vous avez transmises via cette plateforme et bien sûr une signature. Donc, toutes ces informations seront dans le système informatique et devront être remplies. Donc, ce formulaire, en gros, devra être rempli avant la mise sur le marché des produits concernés par le règlement. Comme c'est indiqué sur le slide, l'opérateur prend vraiment la responsabilité de la conformité du produit une fois la déclaration faite. Ce sera vraiment rappelé dans ce système-là. Qui dit responsabilité dit qu'en cas de contrôle et d'infraction, la sanction, c'est pour vous. Donc, il faut vraiment faire attention à la façon dont sont remplies ces déclarations, puisque derrière, des sanctions assez fortes peuvent être prévues par la réglementation nationale ou même le règlement. L'opérateur doit également veiller à ne pas mettre sur le marché un produit qui n'est pas conforme ou si la déclaration de due diligence a révélé un risque non négligeable ou qui ne peut pas être exclu. Là, ce qu'il est important de garder en tête, et c'est une des questions qui a été abordée dans la fac de la commission et beaucoup d'opérateurs avaient cette question, c'est que pour certains produits, typiquement le soja ou le café, etc., ça peut venir de milliers de producteurs et on achète un batch, tout a été mélangé, ça peut être vraiment très compliqué d'identifier la parcelle de chaque grain de café, en gros. Et la commission a dit que si, c'est votre obligation, vous devez être capable d'identifier pour le lot que vous apportez en Europe, chaque parcelle duquel provient le café, le soja, etc. Et le fait que pour 10%, même 5%
de ce lot, vous ne puissiez pas être capable d'identifier la provenance exacte et donc d'assurer que ce produit vient d'une zone qui n'a pas été déforestée, fait que l'ensemble du lot, en théorie, ne peut pas être importé sur le marché européen et est, ce que je dirais, contaminé par cet inconnu qui est la provenance des autres, voilà, ces 10%. Donc c'est vraiment très important de pouvoir tracer la provenance des produits couverts, encore une fois, par le champ d'application de ce règlement, jusqu'à à la production, à la parcelle de production, et sinon, malheureusement, de ne pas prendre de risques, puisque la Commission considère que voilà, si le manque d'information n'est pas une raison acceptable pour quand même importer le produit et dire que c'est négligeable, entre guillemets, comme risque. Parmi les autres obligations, il y a également le devoir de vigilance. Donc, il faut faire attention sur, voilà, sur les nouvelles informations dont on pourrait être mises au courant, y compris ce qu'ils appellent les préoccupations étayées. Donc, ça, c'est défini par le règlement comme une allégation dûment motivée, fondée sur des informations objectives et vérifiables concernant la non-conformité du présent règlement et pouvant nécessiter l'intervention des autorités compétentes. Qu'est-ce que ça veut dire? On vous a informé que, par exemple, le lot de café venait voilà, une partie de ce lot venait finalement d'une zone qui a été sujette à la déforestation. On vous en a apporté la preuve. Vous devez informer les autorités et prendre les mesures y afférentes, donc bloquer l'importation, etc. Voilà, tout ce qui est prévu par le règlement. Vous avez également un devoir de vérification. Même si le produit, par exemple, a déjà fait l'objet d'une due diligence par un opérateur plus en amont, vous devez toujours vérifier cela. Vous pouvez parfaitement croire sur parole votre fournisseur. Le problème, c'est que s'il y a un problème, vous restez responsable. Donc, typiquement, donc, comme on l'a dit, il y a les opérateurs et les commerçants assimilés opérateurs. Pour les commerçants assimilés opérateurs, ça va être quelque chose d'assez important, puisqu'en général, ce ne sera pas eux qui feront l'importation, qui auront vraiment les informations de première main. Ils pourront utiliser voilà, ce qui a été fourni par leurs fournisseurs, mais ils devront quand même vérifier. Donc, par exemple, faire des contrôles sur, voilà, vérifier avec les coordonnées GPS de la parcelle, est-ce qu'effectivement ça vient d'une zone qui n'a pas été déforestée, etc. etc. Il est possible également d'avoir un mandataire. Pour les PME, il y a voilà, des dérogations également, mais notamment pour les micro-entreprises. Le mandataire peut être celui qui est après dans la chaîne. Mais voilà, la commission prévoit que c'est toujours cette personne, et même s'il y a un mandataire, qui reste responsable. Et donc, quoi qu'il arrive, et même si, par exemple, contractuellement, vous vous assurez de la responsabilité limitée ou du partage de responsabilité, on va dire, juridiquement, en cas de contrôle par les autorités, c'est vous qui resterez responsable et qui vous prendrez la sanction si jamais il y a sanction nécessaire. Enfin, voilà, les obligations qui incombent aux commerçants, on va passer à cette partie-là. Je ne sais pas si la partie opérateur est claire? Pas de questions? Il y avait une question, Manon, mais plus sur le chapitre d'avant, notamment OK. sur le volet des exclusions pour les emballages qui emballent des produits. Donc la Mmh. question, c'est pourquoi avoir fait une exclusion pour le bois d'emballage strict ne peut-il pas participer à la déforestation et être un moyen de détourner la réglementation? Alors pour l'instant, effectivement, il y a cette, exclusion, mais comme on va le voir, la commission, ce qu'elle va faire, c'est que, d'ailleurs dès cet été, elle va, vérifier si les mesures mises en place, alors, dès cet été, ça va être un petit peu tôt, mais, elle est quand même censée le faire dès cet été. Je pense que ce sera plutôt pour la fois d'après, donc 2025. Comment le règlement a été mis en place et est-ce qu'il a vraiment eu l'effet escompté, à savoir réduire la déforestation. Si la commission s'aperçoit qu'en fait, effectivement, cette exclusion est un moyen détourné de faire venir des produits
issus de la zone déforestée. Que va faire la commission? Eh ben, elle va modifier la liste et elle va supprimer cette exclusion. Donc, pour l'instant, la commission a voulu exclure ça parce que si jamais il couvre effectivement tous les emballages qui emballent d'autres produits, en gros, tout le monde serait couvert. La commission réalise quand même que c'est une procédure qui est assez lourde. Donc, pour l'instant, elle a décidé de se concentrer sur certains produits qu'elle a identifiés dans son étude d'impact comme étant les plus problématiques. Mais elle n'exclut pas à l'avenir d'étendre ce champ d'application, soit à d'autres produits avec le code NC, soit également à d'autres produits de base. Donc, on verra après, maïs, etc., etc. Donc, pour l'instant, c'est possible. Je pense que la commission espère que non. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, voilà, elle ne fera pas quelque chose si jamais les entreprises se mettent dans cette niche-là pour importer que des produits qui viennent de zones de déforestation. On a vu la partie opérateur, la partie commerçant. Donc, si PME, on voit après. Sinon, sinon PME, pardon, on voit la partie opérateur. Si PME, du coup, c'est quand même des obligations un petit peu plus légères. Donc, le commerçant doit recueillir certaines informations. Il a quand même ce devoir de vigilance. Les informations voilà, sont listées. Ça va en amont, en aval pour donner notamment les numéros de due diligence, etc. etc. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, mais sinon je vous laisserai lire la slide. Voilà, c'est pas les obligations les plus compliquées, puisque du coup, la partie un petit peu plus compliquée, on va passer à la partie diligence raisonnée. Et là également, de quoi parle-t-on finalement qu'est-ce que l'opérateur ou le commerçant assimilé opérateur doit faire? Donc, comme on l'a dit, c'est avant la mise à disposition sur le marché du produit. Il doit collecter des informations, des données et des documents nécessaires pour satisfaire aux exigences énoncées à l'article 9, qu'on va voir juste après. Adopter des mesures d'évaluation des risques. Et enfin, adopter des mesures d'atténuation du risque. Ce qui est intéressant, c'est que la commission était censée pouvoir identifier les pays en fonction des risques qu'ils présentent. Risque faible, risque standard, risque élevé. Si jamais le pays était identifié comme étant un pays à risque faible de déforestation, alors dans ces cas-là, il serait possible de se dispenser des obligations 2 et 3, donc mesures d'évaluation des risques et d'atténuation des risques, ce qu'on appelle la due diligence simplifiée. Le problème, c'est que la commission, c'est des rumeurs, il y avait un article dans le Financial Times, finalement ne sera pas capable d'adopter cette liste cette année, ce qu'elle devait faire. Et donc pour l'instant, tous les pays vont rester en mode évaluation standard. Donc il n'y aura pas de low, il n'y aura pas de faible ou de élevé, tout le monde va être standard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, on doit appliquer 1, 2 et 3. Il n'y a pas de dérogation et pas possibilité de faire une due diligence simplifiée. Le premier pilier, voilà, c'est des exigences d'information. Les opérateurs doivent recueillir des documents et des données qui attestent de la conformité des produits. Ce qu'ils appellent des éléments probants, c'est pas défini. Qu'est-ce que c'est? La fac non plus ne dit pas ce que c'est. Mais en gros, ça va être une description du produit. Ça peut être, la fac parle pas mal de tout ce qui va être les organismes de certification, etc. Et donc, les opérateurs doivent notamment recueillir une description du produit, la quantité, le pays de production, le nom et l'adresse postale du fournisseur, amont et aval, pour le client. Oula. C'est bon? L'exigence d'information, c'est aussi des informations qui doivent être suffisamment concluantes et vérifiables pour attester que les produits viennent d'une zone qui ne sont pas déforestées. Donc là, on va parler par exemple, des vérifications à faire au niveau de la géolocalisation, utiliser les systèmes pour vérifier et comparer les cartes qui sont mises à la disposition, notamment sur une des plateformes de la commission. Est-ce que ça vient d'une zone déforestée ou pas déforestée? Il faut aussi des informations pour vérifier que le produit est conforme à la législation pertinente du pays de production. La législation pertinente du pays de production, c'est quoi? C'est tout un ensemble de droits, le droit d'utiliser les terres, la protection de l'environnement, les droits de l'homme, droit du travail. Donc l'opérateur est quand même censé s'assurer et certifier que le produit qu'il importe est conforme à la législation du Ghana, de la Côte d'Ivoire, etc.
La commission reconnaît quand même que c'est pas si facile que ça de voilà, cette partie-là, et donc elle a annoncé qu'elle publierait des guidelines pour clarifier un petit peu cette partie d'obligation de certifier que le produit est conforme à la législation du pays de production. Parce que on peut avoir une obligation de connaître la réglementation de son pays ou la réglementation européenne, mais la réglementation à l'autre bout du monde, c'est quand même un petit peu plus compliqué, surtout qu'elle peut être assez, voilà, assez différente. Donc ça, c'est les 2 exigences en matière d'information. Et enfin, la dernière partie, encore une fois, une scène dont tout le monde parle, c'est les obligations de géolocalisation de toutes les parcelles sur lesquelles ont été produits les produits de base en cause, qui contiennent voilà. Ça, c'est une obligation, comme on l'a dit, qui est pour tout le monde. Il n'y a pas moyen de déroger à cette obligation, même en cas, par exemple, de due diligence simplifiée. C'est vraiment quelque chose qui doit être fait, la géolocalisation de toutes les parcelles. La fac de la Commission européenne apporte quelques clarifications sur la géolocalisation et notamment sur la définition de cette géolocalisation, cette notion de polygone, ce qui veut dire des points de coordonnées GPS, quels systèmes peuvent éventuellement être autorisés. Est-ce que c'est possible de ne pas avoir un polygone mais un cercle? Réponse non. Voilà, tout ça, je vous invite éventuellement à voir la fac. Mais ça, c'est une obligation qui est vraiment importante, dans le sens où si jamais le produit que vous importez ou exportez est couvert par la réglementation, c'est une obligation que vous aurez à faire. Pour les bovins, c'est un petit peu différent parce que quand même la commission est consciente que, bah, un bœuf, ça peut bouger. Et donc du coup, voilà, il y a des obligations un petit peu différentes en matière de géolocalisation. La commission est aussi consciente que, la géolocalisation et cetera est liée notamment à la propriété, mais que dans certains pays, il n'y a pas cette notion de propriété. Donc elle dit que voilà, il faut tenir compte quand même de la réglementation du pays, pour identifier, la parcelle. Il n'est pas non plus possible de mettre une parcelle, qui couvre, tout le Mato Grosso, par exemple. Non, non, c'est vraiment la parcelle précise sur laquelle les produits ont été produits. Je vous ai mis le lien vers, une des ressources de la Commission européenne, voilà, c'est l'Observatoire sur la déforestation. Sur ce et d'ailleurs, je crois que c'est ma slide d'après. Via cet outil, vous pouvez notamment trouver des cartes, et cetera, qui peuvent aider un petit peu pour la partie géolocalisation. La Commission n'a pas non plus identifié de système précis. Ça peut être un système public, privé, elle mentionne Galileo. Mais c'est à l'opérateur de décider voilà, qui va utiliser, comment faire pour identifier précisément cette parcelle. Le deuxième pilier, ça va être tout ce qui va être l'évaluation des risques. Donc là, comme je le disais, on tient compte du niveau de risque du pays, liste retardée. Si c'est un pays, par exemple, où il est connu qu'il y a voilà, beaucoup de corruption, etc., l'opérateur doit en tenir compte pour son évaluation des risques. Le troisième pilier, c'est les mesures d'atténuation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez prévoir un système de quoi faire si jamais vous identifiez des risques suite aux produits que vous importez. Vous devez vraiment prévoir des mesures. Ça peut être par exemple voilà, un système qui prévoit que vous allez contacter votre fournisseur, qui va devoir vous donner certains certificats, etc., etc. Donc ça, c'est toute une stratégie à mettre en place. L'opérateur qui n'est pas une PME doit aussi mettre des stratégies de contrôle, tenir des registres, nommer un responsable spécifique, etc. Comme je disais, donc ça, c'est pour ceux qui ne sont pas des opérateurs, des PME, pardon. Les PME ont des obligations un petit peu plus légères. Également, une obligation d'un réexamen annuel des procédures. Donc, c'est une obligation vivante, dans le sens où tous les ans, vous devez bien vérifier que les procédures que vous avez mises en place, les mesures d'atténuation, etc., sont efficaces et éventuellement les mettre à jour. Les obligations de due diligence entraînent également une obligation de suivi, dans le sens où vous devez mettre donc en place donc, ce système et la garantie que ce système fonctionne, le réexamen, faire également un rapport annuel. Ça peut être, et s'expliquer dans la fac également, que voilà, s'inscrire par exemple dans d'autres rapports annuels que vous aurez à faire.
CSDDD, par exemple, sachant que la CSDDD couvre pas exactement le même champ d'application que le règlement de déforestation. Donc, il faudra voir ce que vous faites dans le cadre de cette autre obligation. Voilà, si tout ce qu'on vous demande dans le cadre de UDR est rempli, alors du coup, vous pourrez considérer que cette partie-là, en tout cas du règlement, pour vous est satisfaite. L'obligation également de tenir un registre, mettre à jour les systèmes, etc., etc. Ça, c'est pour les obligations des opérateurs et commerçants. Des questions? Oui, je pense que tu y as répondu en partie. Existe-t-il une liste des documents, preuves à fournir à l'import afin de prouver le respect de la réglementation et assurer l'import des produits directement concernés? Beh, alors il y aura une liste bien sûr des informations à produire, mais pour la partie vraiment plus, légale, on va dire donc l'obligation de s'assurer que le produit est conforme à la législation du pays de production, pour l'instant, non, il n'y a pas vraiment de liste précise. Et il faudra attendre les guidances de la commission qui, bien sûr, n'ont pas de valeur légale, mais que tout le monde suit, pour connaître un peu plus précisément ce qui est attendu de la part des opérateurs. À voir du coup quand est-ce que la commission va publier ces guidelines. Je n'exclurais pas, surtout étant en période d'élection, que les guidelines soient publiés après l'application du règlement. Donc, pas forcément cette année, mais par exemple début d'année prochaine. À voir. C'est juste, pour l'instant, la commission annonce juste qu'elle va faire ça, mais elle ne dit pas bien sûr quand. Hem, donc on a vu les obligations des opérateurs. Vous n'êtes pas les seuls à avoir des obligations. Les États membres en ont aussi. Que doivent-elles faire? Notamment désigner une autorité compétente, doter de moyens. C'est assez intéressant que la commission précise précise ça dans le règlement, puisque souvent, les autorités compétentes n'ont pas les moyens de mettre en place les contrôles demandés par la réglementation. Donc là, c'est bien précisé. La liste provisoire est disponible sur le site de la commission. Vous aurez le lien dans la présentation. Pour l'instant, tous les pays n'ont pas informé la commission. La France l'a fait, et il y a 2 ministères qui sont compétents, celui de l'écologie et celui de l'agriculture. Donc ça veut dire que ces 2 autorités-là compétentes vont être, voilà, compétentes pour vérifier que vous appliquez bien les le règlement. Il y a également une obligation d'assistance, de conseil, d'échange d'informations, et cetera. La commission et les États membres sont bien conscients que c'est un règlement qui est assez compliqué, donc il y a quand même prévu, voilà, une obligation de communiquer aux opérateurs. Il y a un forum des opérateurs qui regroupe quand même, je ne sais plus, mais un très grand nombre d'associations et qui échangent régulièrement avec la Commission européenne sur voilà, les pratiques qui sont déjà mises en place, donc les bonnes pratiques, les problèmes déjà rencontrés, etc. etc. Donc ça peut être assez intéressant pour vous. Et également une obligation de coopération entre États membres, Commission, etc. La possibilité de récupérer les coûts en cas de non-conformité, ça veut dire que si vous êtes, non conforme, bah, il est possible que l'État membre, vous facture le contrôle en gros. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'informations sur, voilà, les montants dont on parlerait, mais c'est une possibilité offerte par le règlement. Également l'obligation de faire un rapport annuel sur, les non-conformités et cetera. En France, on est assez, habitué avec, les rapports faits par la DGCCRF, par exemple, sur, voilà, sur, quand la DGCCRF décide de contrôler, je sais pas moi, les produits cosmétiques, elle publie un rapport, bah, voilà, on a contrôlé, telle année, tel nombre d'opérateurs, il y a eu, tant de non-compliance, et cetera, et cetera. Ce qui est aussi intéressant, c'est que, du coup, ce rapport devra mentionner les sanctions imposées. Ça, c'est pas toujours bien communiqué dans les rapports et ça permettra de voir exactement, bah, voilà, comment les opérateurs sont sanctionnés. Est-ce que c'est financièrement ou pas financièrement? Puisque du coup, voilà, il y a différentes possibilités. Comment les États membres vont devoir contrôler, ça va être basé sur les risques que présente le produit, la complexité de la chaîne d'approvisionnement, les informations reçues, et cetera. Et il y a un minimum de pourcentage de contrôle qui peut varier en fonction de la catégorisation du pays, donc un risque faible, standard ou élevé. Là, en l'occurrence, comme tout le monde reste standard, par exemple, bah, vous verrez que tout le monde sera contrôlé à environ 3% des opérateurs, heu et des produits d'ailleurs.
Tout ça va être basé en fait sur le nombre et les informations reçues dans le cadre de la diligence raisonnée qui sera envoyée via ce système informatique que j'ai mentionné précédemment. Les contrôles seront principalement documentaires, donc ils vont vérifier voilà, si c'est ça, ils prendront leur petit logiciel, regarderont la photo de la forêt, déforestée, pas déforestée, etc. Mais il est aussi possible qu'il y ait d'autres mesures et notamment des mesures d'audit. Là, un petit problème, c'est que du coup, en général, l'audit va se passer dans un pays tiers et pas en Europe et que c'est pas toujours bienvenu d'avoir les autorités d'un État membre qui viennent contrôler dans un État hors Union européenne notamment. Là, je vous ai juste mis, parce que j'ai trouvé ça assez intéressant, c'est un schéma qui est disponible sur le le site du gouvernement français concernant la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Ça permet de montrer un petit peu, par exemple, la complexité de la chaîne et vraiment voilà, le risque. Par exemple, on voit que voilà, en fonction du pays, d'importation du produit dont on parle, le risque peut être plus ou moins grand et en fonction de ce risque grand ou faible, vous, en tant qu'opérateur, vous devez, prendre des mesures plus ou moins strictes, et mettre en place une diligence raisonnée et cetera, qui tient compte de ce risque identifié. Les États membres en termes de contrôle, pas d'avertissement avant le contrôle. L'action doit être immédiate. Si jamais ils se rendent compte qu'au moment du contrôle, voilà, votre produit n'est pas compliant, ils peuvent le bloquer, n'est pas conforme, pardon. Ils peuvent le bloquer. Ils peuvent également prendre des mesures correctives, type retrait, rappel, donation, destruction, etc., etc. Et il y aura un lien avec, avec la douane puisque comme on l'a vu, la plupart des produits seront quand même importés et donc du coup, il y aura un lien avec les obligations douanières et la vérification à ce stade-là. Au niveau des sanctions, de quoi parle-t-on? Les sanctions, c'est imposé au niveau des États membres. Classique, les sanctions doivent être, effectives, proportionnées et dissuasives. Attention, il est également prévu que pour, les personnes morales notamment qui mettent sur le marché européen, la sanction doit être d'au moins 4 du chiffre d'affaires annuel total dans toute l'Union européenne pour l'exercice précédent. Donc ça, on parle quand même de montants qui peuvent être, en fonction de la taille de votre entreprise bien sûr, mais assez conséquents. Donc ça, il faut bien tenir compte de ça quand vous mettez en place votre système. Parce que si vous mettez en place un système qui est un petit peu, on va dire, bancal, attention parce que vous vous exposez à ce type de sanctions et il est bien précisé dans le règlement que, personne ne doit tirer avantage de la déforestation. Donc la sanction doit être au moins équivalente à l'avantage économique que vous avez tiré, en important des produits venant de ces zones de déforestation. Également attention puisque, il y aura une, publicité des jugements par exemple, qui doivent être ensuite notifiés, à la commission. Donc il est possible par exemple que si un opérateur est trouvé en infraction de manière répétée, dans ces cas-là, voilà, ce sera quelque chose qui sera public et il peut ensuite avoir des problèmes, par la suite. Il y a aussi d'autres mesures, et notamment par exemple l'exclusion des procédures de passation de marchés publics, l'interdiction d'exercer et cetera, qui sont prévues comme sanctions en cas de non-respect du règlement. Enfin, dernières obligations, ça va être pour la commission. Que doit faire la commission? Établir les critères d'évaluation des périls et risques. On l'a vu, elle est en retard. Pourquoi? Parce que les États, tiers ne sont pas vraiment ravis de cette réglementation. Il y a quand même beaucoup de tensions au niveau international, notamment avec, les pays type, Malaisie et cetera, puisqu'ils veulent pas avoir leur pays identifié comme étant à risque élevé, puisque ça veut dire plus de contrôles, plus de procédures. Ils reprochent également beaucoup à la Commission européenne, même si théoriquement ce règlement est d'application uniquement, voilà, on va dire, territoire européen. En pratique, ça veut dire que, voilà, les pays vont avoir une barrière à l'entrée, de l'Union européenne si jamais, ils ne mettent pas en place des procédures pour limiter la déforestation. Donc c'est une des grosses critiques faites, par les pays tiers à l'Union européenne. La Commission doit également mettre en place l'interface électronique, donc ça, toujours en cours. Et comme je le disais au début, elle doit aussi travailler sur la possible modification des annexes, via des actes délégués. La première possibilité, ce sera d'étendre à d'autres surfaces boisées. Ce sera le 30 juin 2024.
plus important et intéressant, ce sera un autre rapport que la Commission doit faire en juin 2025. Là, ça pourra possiblement étendre le champ d'application à d'autres écosystèmes naturels. On parle par exemple des savanes, des zones humides, etc. Et également à d'autres produits. Donc là, il y avait le maïs qui est mentionné directement dans le règlement. Et je crois que Sophie en discutait avec possiblement la volaille, etc., etc. Donc à voir exactement quelle extension la Commission entend faire. Et sachant que voilà, elle a la possibilité de le faire via des actes délégués, ce qui veut dire de manière un petit peu plus rapide que si elle doit passer par la procédure législative ordinaire. Enfin, dernière étape pour vous, les prochaines étapes. On a déjà passé donc du coup l'entrée en force. Là, on se dirige vers la date d'application, le 30 décembre 2024, avec un délai d'1 an supplémentaire, 6 mois supplémentaires pour les PME, 6 mois d'ailleurs. Également, attention, au juin 2025, c'est la date à laquelle la Commission pourrait publier une proposition pour étendre le champ d'application du règlement. Et il faut également garder en tête qu'il y a des clauses de révision, ce qui veut dire que régulièrement la Commission peut revoir ce règlement, ajouter, modifier, etc. Et enfin, je vous ai mis tout à gauche la date du 31 décembre 2020, puisque c'est la date clé pour savoir si votre produit vient d'une zone déforestée ou pas. J'espère que je n'ai pas endormi tout le monde. C'est un règlement qui est quand même assez complexe. Il demande pas mal d'organisation pour les entreprises. Voilà, donc est-ce que ça va vraiment avoir un impact, celui attendu par la Commission, ou est-ce que ça va juste être une usine à gaz? Attention vraiment à l'entrée en application, c'est vraiment demain. Il reste toujours des zones à clarifier, mais il faut vous y préparer dès aujourd'hui. Le contexte international reste tendu sur l'application de ce règlement, donc il faudra voir exactement aussi quel sera l'impact des négociations à l'international. Et puis voilà, là, mon dernier conseil, attention à la révision, puisque pour l'instant, il y a 7 produits de base en cause et toute une liste de codes douaniers, mais on peut se diriger vers plus, et notamment donc, le maïs. Et il y a aussi une clause spéciale pour tout ce qui va être les biocarburants. Donc attention à celle-là aussi. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Alors, il y Manon. en a une qui va être plus généraliste et qui va porter sur le support de présentation, qu'on va bien évidemment transmettre. Et pour l'accès à l'enregistrement vidéo, il sera publié sur le site de BC. Alors, il y avait une autre question. La Commission fait-elle la différence entre les produits bio et les produits conventionnels? Non, il n'y a aucune différence, qu'on soit, voilà, du moment qu'on est couvert, entre guillemets, par le champ d'application, qu'on soit bio ou pas bio, voilà, on est couvert. Après, dans la pratique, un produit bio devant être certifié, etc., je pense qu'il sera plus facile pour un opérateur d'utiliser les informations qu'il doit déjà fournir, par exemple dans le cas de la certification biologique, pour ensuite faire remplir ses obligations en matière de déforestation. Mais il n'y a pas de lien entre les deux, c'est plus un aspect, je dirais, pratique. Merci Manon. La question suivante porte donc sur la notion de PME dans les groupes de sociétés. La réglementation doit-elle être appliquée au niveau de chaque société ou au niveau du groupe? Et concernant les commerçants, jusqu'à quel degré dans la chaîne d'approvisionnement sont-ils soumis au règlement? Alors, sur la première question, c'est chaque société individuelle. Alors là, je vous invite à voir la fac notamment qui précise ça. Est-ce que, par exemple, la maison mère peut prendre en charge toutes les obligations des autres sociétés, on va dire. Là, on va rentrer dans une notion plus juridique de savoir est-ce que c'est juste une succursale, est-ce que c'est vraiment des personnalités juridiques distinctes, mais à partir du moment où du coup on rentre dans la notion de personnes morales ayant une activité commerciale, donc là on va partir plutôt sur la notion de opérateurs et commerçants. Je ne sais pas si je peux remettre ma slide. Pardon. Voilà.
Donc dès le moment où on rentre dans cette notion donc de personne morale individuelle, on risque d'être couvert et la maison mère ne pourra pas, ou la société principale ne pourra pas prendre en charge les obligations pour les autres sociétés. Chacun doit faire sa part du travail. Il est possible qu'en interne, vous vous organisiez de façon à ce que la maison mère fasse les obligations, mais il faut savoir qu'en matière juridique, l'autre société restera responsable à partir du moment où elle remplit cette définition. Concernant les commerçants, dans ces cas-là, leur responsabilité s'arrête dans le cadre de ce règlement à partir du moment où le produit qu'ils mettent sur le marché n'est plus couvert par le champ d'application du règlement. Alors, je ne sais pas si c'était exactement ça la question, mais voilà, sinon, tous ceux qui mettent sur le marché des produits qui sont couverts par le règlement, peu importe le nombre d'opérateurs avant ou après d'ailleurs, doivent remplir ces obligations-là. Une autre question, pour les bovins, doit-on aller jusqu'à la localisation du lieu de naissance? Alors, là, il faudrait que je vérifie, mais de mémoire, oui, ça couvre non seulement la partie abattage, mais également vraiment tout le lieu d'élevage. Pour les bovins, il existe des règles un petit peu plus précises, puisque comme je le disais, ils ont quand même tenu compte du fait qu'un bovin n'était pas forcément né et tué au même endroit. Mais de mémoire, ça doit également couvrir voilà, là où le bovin est né. À vérifier, ça je dois avouer que voilà, je préfère ne pas m'engager, mais de mémoire, c'est possible. On a une remarque sur le risque de concurrence déloyale entre les commerçants PME et commerçants non PME qui auront plus d'obligations. Mais si j'ai bien compris, Manon, un commerçant qui n'est pas une TPE est assimilé à un opérateur dans tous les cas. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler de concurrence déloyale? Les PME auront quand même commerçants PME, qui ne seront donc pas assimilés à opérateurs, ils auront quand même certaines obligations et certaines responsabilités derrière. Ils n'auront pas à faire toutes les démarches qui sont assez lourdes, qui sont prévues par les opérateurs, mais ils ne peuvent pas faire n'importe quoi et ils ne peuvent certainement pas, s'ils importent des produits mis en cause, ou mettent sur le marché, ce que c'est pas eux qu'importe, des produits de base en cause, etc., qui proviendraient de zones de déforestation. Le règlement interdit ça, peu importe la taille de l'entreprise. Après, le règlement fait des différences en termes de démarches et de lourdeur administrative en fonction de la taille de la société. Et effectivement, donc le commerçant non PME, c'est vraiment plutôt de la traçabilité. Pour le commerçant non PME, du coup, qui est assimilé à opérateur, là, du coup, ça devient quand même plus lourd. Mais comme on l'a vu, voilà, toute cette obligation de géolocalisation, etc., ça reste. Et dans tous les cas, commerçants et opérateurs, ils doivent remplir les 3 conditions du début. Pas provenir de zones de déforestation, pas provenir de zones qui est contraire à la réglementation. Et puis, voilà, pour certains, faire la due diligence ou vérifier qu'elle a été faite. Merci Manon. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Je pense que... Ah si, c'est une dernière. Qui aura accès aux formations sur le logiciel prévu cet été? A priori, tout le monde. Il y a uniquement une partie des entreprises qui, là, viennent de faire la partie test pour donner leur feedback. Je regardais les minutes du dernier groupe de discussion. Il y a eu quand même pas mal de couacs qui ont été identifiés ou de problèmes identifiés. Donc, la commission travaille vraiment sur améliorer cet outil-là. Mais a priori, une fois qu'il est finalisé, les formations devraient être ouvertes à tout le monde. Je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. J'espère qu'on a pu prendre l'ensemble des questions. Je tiens donc à remercier Manon pour la qualité et la pertinence de sa présentation. Merci pour ta disponibilité et pour cette sensibilisation sur ce sujet
complexe avec toute la méthodologie associée. Merci à Sophie pour cette belle collaboration. Et puis, merci à tous pour votre présence. Je vais vous souhaiter une bonne journée et à un prochain webinaire. Au revoir. Merci Merci à beaucoup. tous, très bonne journée. Également, au revoir.